continue cette journée thématique consacrée ce matin à la question du soin en contexte de carcéralité. Et cet après-midi, avec 2 exposés consacrés au sans-abrisme. Je voudrais rappeler que l'espace éthique, même s'il s'intéresse beaucoup aux questions de santé, s'était intéressé à la question du sans-abrisme, notamment avec cette charte éthique et Marot, dont la première édition date de 2008, ça ne nous rajeunit pas, et qui avait été révisée en 2017 en partenariat avec par le groupe éthique du collectif des morts de la rue, avec des acteurs de terrain de plusieurs associations et des personnes elles-mêmes en situation de sans-abri. Je vous ai mis quelques exemplaires de cette charte à l'entrée, et puis il y en a aussi dans le couloir, comme pour toutes les ressources. Servez-vous librement. On va passer la première partie de cet après-midi avec Juliette Berthold, qui est doctorante en philosophie à Paris-Nanterre sous la direction d'Emmanuel Renaud, en contrat-cifre avec le SAMU social de Paris, et dont le sujet de thèse est la protection de soi des personnes sans abri dans le cadre de l'assistance. Juliette a réalisé avant cela un master à Sciences Po Lille, master philosophie politique et économie, avec un mémoire dirigé par Stéphane Zigart, que vous entendrez tout à l'heure, qui s'intitulait « Transformation de la répression et de l'assistance envers les personnes sans abri en France de 1810 à nos jours ». Et entre ce master et cette thèse, Juliette Berthold a réalisé un stage à la chaire de philosophie à l'Hôtel Dieu, avec lequel nous collaborons souvent, et mené une enquête philosophique sur le thème du soin et du souci de soi. Ça a donné lieu à ce fascicule qui a reposé sur une trentaine d'entretiens avec des patients, des praticiens et des chercheurs. Juliette, c'est à toi pour une heure d'exposé, puis après vous aurez des discussions. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être présents. Je tiens à remercier très sincèrement Fabrice Gzil et l'Espace éthique de France pour cette invitation et pour l'organisation de cette journée thématique. Je tiens également à remercier chaleureusement Corinne Anzahani, Mélanie Gros, Jacques Rodriguez et Stéphane Zigart d'avoir accepté d'être les discutants de mes recherches. Alors, ma présentation suivra 2 temps. Je présenterai d'abord mon mémoire de master en philosophie qui porte sur la répression des personnes sans abri. Ce mémoire a été réalisé, comme ça a été dit, sous la direction de Stéphane Zigart et dans le cadre de mes études à Sciences Po Lille. Je présenterai ensuite la thèse CIFRE en philosophie sociale que je viens de débuter sous la direction d'Emmanuel Renaud à l'Université Paris-Nanterre et au SAMU social de Paris. Cette thèse a pour sujet la protection de soi des personnes sans abri. Mes recherches de master et de doctorat sont très proches et forment une sorte de continuité. Mon mémoire influence le sujet et la méthode choisie pour la thèse, et en même temps, plusieurs éléments de ce mémoire m'interrogent, et dans le but de continuer de cheminer, certains points doivent être critiqués. Votre avis sur ces différents points me sera précieux pour avancer. Alors, je partirai donc d'une analyse de la répression des personnes sans abri, pour ensuite essayer d'appréhender la notion de protection de soi des personnes sans abri. Les grandes questions de mon intervention seront les suivantes. Que garder de ce mémoire de master sur la répression pour appréhender au mieux la notion de protection de soi? Comment construire une enquête de philosophie sociale sur ce sujet de la protection de soi? Alors, je vais commencer par le mémoire. Donc, le sujet, comme ça a été dit, c'est la répression des personnes sans abri en France entre 1810 et 2022. 4 grandes questions structurent ce mémoire. Peut-on parler de répression à l'égard des personnes sans abri? Si oui, comment définir cette notion de répression? De même, comment la répression, donc si elle est avérée, s'articule-t-elle ou se positionne-t-elle par rapport à l'assistance? En somme, comment qualifier la façon dont notre société traite les personnes à la rue depuis 2 siècles? Alors, afin de répondre à ces questions, je suis partie de lectures en sociologie et en histoire d'une part, et de lectures en philosophie également, et de l'analyse de documents provenant des archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine de l'autre. Donc les archives nationales, qui sont situées donc à Pierrefitte-sur-Seine, sont ouvertes à toutes et tous, vous pouvez y aller, pour consulter des documents de toutes sortes, des lettres écrites par des ministres en interne, des rapports écrits par des médecins pour certaines réunions, des documents de préparation de textes de loi, etc. Et donc il y a une partie de mes recherches qui s'est faite sur ce terrain archivistique. Les archives de Pierrefitte-sur-Seine ont été capitales pour ce mémoire puisqu'elles m'ont permis de créer une chronologie, de banaliser mon mémoire en termes de date.
je suis partie de 1810, année d'entrée en vigueur du Code pénal napoléonien, qui fait des personnes à la rue des délinquants, c'est-à-dire des personnes qu'on peut arrêter et emprisonner pour simple motif qu'elles soient à la rue. Au XIXe siècle, les personnes sans abri... Au XIXe siècle, les personnes sans abri sont appelées vagabonds. Donc ce sont des personnes qui n'ont ni domicile, ni profession, ni ressources. Ou on appelle également d'autres personnes les mendiants, donc les personnes qui pratiquent la mendicité. Les délits de vagabondage et de mendicité, réaffirmés en 1810, prendront fin en 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau code pénal. Donc pour mon étude, je n'ai pas choisi de prendre l'année 1994 comme date de fin. J'ai souhaité regarder si la répression, même si la pénalisation était abolie, si la répression dans les faits se maintenait et quelle forme elle prenait depuis cette dépénalisation, donc en 1994. Pour cette raison, mon étude s'étend de 1810 à 2022. À partir de mes recherches dans les archives, j'ai été amenée à distinguer 3 paradigmes, c'est-à-dire 3 grandes périodes, chacune étant caractérisée par un discours, une vision et des dispositifs spécifiques envers les personnes à la rue. Les 3 paradigmes développés dans mon mémoire, les trois façons d'appréhender le sans-abrisme sont les suivantes. Le paradigme de l'incorrigibilité entre 1810 et 1914, le paradigme de la corrigibilité entre 1914 et 1983, le paradigme de la souffrance entre 1983 et 2022. Donc j'ai pris 2022 parce que j'ai pas pris de données au-delà. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'étudier ces 3 paradigmes, ces 3 périodes historiques qui s'étendent de 1810 à 2022. Et pour chacune d'entre elles, je développerai d'abord la vision du vagabondage qui est en vigueur, qui le caractérise, puis la forme que prend la répression, et enfin l'interaction qu'il y a entre l'assistance et la répression. Alors, le premier paradigme, c'est celui de l'incorrigible. Donc, je vais expliquer en fait ces termes incorrigibilité, la façon dont j'ai nommé ces paradigmes, et il s'étend de 1810 à 1914. Alors, quelle est la vision du vagabondage à cette époque, donc au XIXe siècle? En 1810, comme on l'a dit, toute personne sans profession, sans domicile et sans ressources est désignée comme un vagabond qu'il convient d'arrêter. Dans les années 1880, la définition du vagabond évolue et se pluralise. 3 catégories de vagabonds sont distinguées dans les documents d'archives. On a les vagabonds, ceux qu'on nomme les invalides, les infirmes. Donc ce sont ceux qui ne peuvent pas travailler et qui sont à la rue en raison d'une invalidité physique. On a ensuite ceux qu'on nomme les vagabonds accidentels. Ce sont les personnes à la rue qu'elles n'ont temporairement pas trouvé de travail. On a enfin les vagabonds volontaires. Donc ce seraient les personnes qui vagabonderaient par choix, qui auraient la volonté de le faire. Les vagabonds volontaires sont appelés les incorrigibles. C'est sur eux que doit se concentrer l'effort de la répression. Donc la figure de l'incorrigible, cette qualification qu'on donnait aux vagabonds professionnels, elle me semble très intéressante et elle me semble incarner au mieux le premier paradigme, c'est-à-dire qu'elle révèle beaucoup de la façon dont sont considérés les vagabonds par la société à cette époque. L'incorrigible, ah oui, donc ça c'était pour dire que les infirmes et les accidentels sont en fait des bons vagabonds et que les incorrigibles, les professionnels, sont donc les mauvais vagabonds qu'il faut réprimer. L'incorrigible, donc l'individu impossible à corriger, a été brièvement analysé par le philosophe Michel Foucault dans le cadre de son cours au Collège de France entre 1974 et 1975, cours intitulé Les Anormaux. L'incorrigible, pour le philosophe, est un des personnages de l'anormalité, en un mot, c'est-à-dire qu'il est un anormal aux yeux de la société. Donc, selon Michel Foucault, l'incorrigible, il possède 2 caractéristiques. La première est qu'il appartient à l'échelle de la famille. On parle et on recherche les individus incorrigibles lorsqu'on se situe au niveau familial ou au niveau des interactions entre la famille et d'autres institutions comme l'école, le voisinage, la police, l'église, etc. Donc ça, c'est ce que dit Michel Foucault sur l'incorrigible de façon générale. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans les archives, on voit que quand on parle du problème des vagabonds, donc du vagabondage, c'est aussi très inscrit dans ce domaine familial. Par exemple, dans de nombreux documents d'archives, nous retrouvons l'idée qu'est considéré comme vagabond l'individu qui n'est pas réclamé par sa famille, donc qui est sans famille ou sans relation avec elle. De même, Robert Castel démontre que la domiciliation,
le fait d'être domicilié à un endroit, est un critère capital dans le fait d'accorder l'assistance aux personnes errantes. Il faut avoir une place marquée dans la société pour mériter d'être assisté. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, avec la définition conceptuelle de Michel Foucault, on peut faire des liens avec la façon dont on appréhendait les vagabonds et donc ce pourquoi on les nommait les incorrigibles. La seconde caractéristique de l'incorrigible selon Michel Foucault est qu'il est fréquent, c'est-à-dire qu'on rencontre souvent des personnes qu'on dit incorrigibles. Ces deux caractéristiques, elles s'accompagnent de paradoxes que Michel Foucault met en lumière, et ces paradoxes montrent qu'en fait, désigner quelqu'un comme un incorrigible, c'est une procédure essentiellement arbitraire, et on va le voir après, c'est en fait pour lui apposer des sanctions. Donc le premier paradoxe, c'est celui de l'indécidabilité, c'est-à-dire que d'un côté, l'incorrigible est facile à reconnaître, il est une sorte d'évidence familière, donc en fait, on le soupçonne très facilement, mais en même temps, en fait, on nous dit qu'il faut vraiment avoir une surveillance très régulière, être aux aguets et démasquer ces gens qui sont les incorrigibles. Donc ça, c'est le premier paradoxe, c'est qu'il est à la fois aisément repérable, mais en même temps, en fait, il faut beaucoup surveiller les gens qu'on soupçonne d'être incorrigibles, parce qu'on ne sait jamais trop finalement s'ils sont incorrigibles ou non. Donc ça, c'est le premier paradoxe qui est montré par Michel Foucault. Et le deuxième paradoxe qui est vraiment intéressant, c'est que la solution qui est préconisée à l'encontre des incorrigibles, c'est la correction, alors que les incorrigibles sont censés être les personnes qui sont impossibles à corriger. Donc en fait, on préconise, c'est cet échec même qui justifie le terme d'incorrigible. L'incorrigibilité de l'incorrigible est donc intrinsèquement et paradoxalement corrigible. Et ce que ça vient montrer, c'est que le fait de qualifier quelqu'un d'incorrigible, c'est un argument circulaire et arbitraire. Donc dans le cas des vagabonds, c'est vraiment très intéressant parce que les vagabonds professionnels, les vagabonds professionnels sont ceux qu'on condamne et sont ceux qu'on a déjà condamnés. Et en fait, on a un cercle vicieux qui se crée. Parce que si vous êtes condamné, vous êtes vagabond professionnel, mais si vous êtes vagabond professionnel, alors vous êtes à condamner. Et ce cercle vicieux, ça démontre l'arbitraire de cette catégorisation d'incorrigible, et ça montre que cette qualification, ce stigmate social, il sert à prendre des sanctions contre les groupes sociaux qu'on vise avec ce terme. Donc ici, les vagabonds. Donc en fait, à partir de l'analyse philosophique de Michel Foucault, j'ai trouvé qu'il était intéressant de comprendre ce que voulait dire incorrigible, donc comment on qualifiait les vagabonds à cette période, et j'ai trouvé que c'était la figure qui incarnait le mieux cette première période historique, celle du XIXe siècle. Donc nous venons de voir que la vision du vagabondage à la fin du XIXe siècle est marquée par le personnage de l'incorrigible et par la répression, mais quelle forme prend cette répression plus exactement ? Ah oui, et n'hésitez pas à m'arrêter si c'est pas clair ou si je vais trop vite. Donc la répression, dans le cadre de ce premier paradigme, donc c'est essentiellement le XIXe siècle, elle a plusieurs caractéristiques. Elle passe essentiellement, comme on l'a dit, par les délits de vagabondage et de mendicité et les peines qu'ils entraînent. Donc les peines qui sont entraînées par ces délits, c'est le fait d'aller en prison pour 1 à 6 mois et le fait d'être ensuite envoyé dans un dépôt de mendicité, comme on voit à l'image, si le département en possède un. Donc les dépôts de mendicité, c'est des établissements publics de réclusion des gens qu'on disait sans aveu, donc des mendiants et des vagabonds. Et c'est assez intéressant parce que la littérature a montré que c'est ambivalent parce que c'est une institution de la répression, mais il y avait aussi des mesures d'assistance qui étaient faites dans ces institutions. Donc c'est un caractère très disciplinaire, mais voilà, un peu en flou entre ces deux notions. Donc la répression, elle passe par les délits et les peines. Et en fait, pour caractériser cette répression, ce qui est vraiment à noter, c'est qu'elle est préventive et qu'elle repose sur ce qu'on appelle la présomption de délinquance. Alors, Marie-Hélène Renaud, qui est juriste et qui a écrit un article sur ce sujet, décrit la présomption de délinquance en ces termes. La société de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle considère la masse errante des mendiants et des vagabonds comme un réservoir de la criminalité et perçoit le vagabondage comme un état préparatoire à la commission des délits. Cette définition m'a beaucoup intéressée, mais en même temps, il m'était difficile de comprendre ce que concrètement ça voulait dire, le fait que les mendiants et vagabonds subissaient une présomption de délinquance. Afin de mieux comprendre ce qui était en jeu, j'ai décidé de me tourner vers les archives, et j'ai trouvé un document qui me semble illustrer cette notion. En 1868, 2 meules de blé ont été incendiées dans une commune et le coupable n'a jamais été retrouvé.
une lettre a été rédigée par le maire à l'intention du préfet. Donc là, je cite la lettre que j'ai trouvée dans les documents d'archives, qui étaient d'ailleurs les archives départementales de Lille. Donc je cite la lettre. Il y a 2 ans, un vagabond a mis le feu à 2 meules de blé et on n'a jamais pu le retrouver. Depuis, plusieurs autres vagabonds, connus pour des voleurs, ont été arrêtés par le garde et immédiatement relâchés à Douai, faute d'arrêté municipal interdisant le vagabondage et la mendicité. C'est pourquoi monsieur le commissaire de police avait demandé à plusieurs reprises qu'il fût pris un arrêté. Ce qui est vraiment... En fait, le maire se plaint du fait qu'il ne peut pas appliquer la loi contre le vagabondage parce que son arrêté, donc le document juridique qu'il a émis, n'a pas été validé. Et là, on comprend que la répression, elle est préventive et qu'il y a une présomption de délinquance parce que les vagabonds qui ont été arrêtés par le garde, ils n'ont aucun lien avec l'affaire des meules de blé. C'est pas eux qui ont mis le feu. Mais si, en fait, le document du maire avait été validé, on aurait pu arrêter ces vagabonds, les emprisonner, pour le simple fait qu'ils sont des vagabonds et qu'en fait, ce qui intéresse, c'est pas de trouver le vagabond qui a mis le feu aux meules de blé, mais d'enfermer un vagabond et en somme, d'enfermer le plus possible de vagabonds. Ce ne sont pas les actes individuels qui justifient ici la répression, mais la catégorisation sociale, c'est-à-dire l'appartenance à un groupe, celui des vagabonds. Cette forme de la répression, cette répression préventive, est donc tout à fait arbitraire et capitale dans les faits. Donc, dans ce premier paradigme, donc au XIXe siècle, la répression passe essentiellement par la criminalisation préventive, c'est-à-dire le fait d'être arrêté, condamné et emprisonné pour le simple fait d'être un vagabond. Alors, là, mon but, c'est d'analyser les liens qu'entretiennent cette répression avec l'assistance et de se demander, mais est-ce qu'il y a une assistance au XIXe siècle envers les vagabonds qu'on réprime? Donc, que pouvons-nous dire de la forme de l'assistance dans ce paradigme? Existe-t-il une assistance aux vagabonds infirmes, aux vagabonds accidentels ou aux vagabonds professionnels? Les infirmes ont droit à une assistance médicale. À l'opposé, les vagabonds professionnels, donc les incorrigibles, ne méritent aucune assistance puisqu'ils doivent être réprimés et enfermés. C'est pour répondre aux besoins des vagabonds accidentels que naît l'assistance aux sans-abri. Ça a été vraiment très bien montré par Lucia Katz, qui est sociologue, dans son ouvrage L'avènement du sans-abri. Elle montre que les asiles de nuit sont la première forme d'assistance moderne à ce qu'on appelle aujourd'hui les sans-abri. Les asiles de nuit sont des dortoirs, d'abord privés et catholiques, puis développés par les mairies républicaines. Ils accueillent les vagabonds accidentels, les bons vagabonds, pour 1 à 3 nuits. Ils sont l'incarnation d'une assistance coup de pouce, une assistance qui a pour mission d'aider à rebondir et qui ne doit surtout pas s'éterniser. Les vagabonds accidentels qui auraient besoin de plus de 3 nuits d'assistance pour rebondir et retrouver un travail ne peuvent être que des vagabonds professionnels, des vagabonds qui le font par choix. Et donc des incorrigibles. L'assistance des asiles de nuit est donc brève et destinée aux bons vagabonds accidentels. Donc quel est le lien en fait entre la répression et l'assistance à ce moment-là, même si l'assistance et la répression ne visent pas exactement les mêmes catégories de personnes? Ce que j'ai proposé dans mon mémoire, c'est que pour moi, à ce moment-là, l'assistance elle est instrumentalisée par la répression, qui est vraiment le principe de la gestion des vagabonds au XIXe siècle. Donc en fait, l'assistance, elle me semble enserrée, comprise dans ce système préventif et répressif pour plusieurs raisons. La première est que dans les documents d'archives de l'époque, l'assistance et la répression sont présentés comme 2 moyens complémentaires de la gestion des vagabonds et des mendiants. Dans ces documents d'archives, assistance et répression sont considérés comme 2 actions de même ordre, 2 outils, 2 moyens qui poursuivent un même objectif, restreindre, voire éteindre le vagabondage et la mendicité. La répression dans les documents d'archives, elle semble à la fois être le moyen, donc l'instrument, et le principe de la gestion. Elle est utilisée comme un synonyme de la notion de coercition, et les deux ne sont jamais vraiment définis dans ces documents d'archives. Et je proposerai un petit peu plus tard une différence conceptuelle entre la répression et la coercition, mais pour le moment, je ne développe pas plus. Donc la deuxième raison qui me fait penser que l'assistance est instrumentalisée et contenue dans cette répression préventive et que cette articulation, elle prend la forme d'un contrat social. Ça aussi, on le retrouve dans les archives.
La répression constituerait le droit de la société sur ses citoyens, et l'assistance correspondrait au devoir accompagnant ce droit. Je vais citer un document d'archives qui est la proposition de loi de Jean Crupi, qui était un député, qui dit « La société a le droit de punir, mais elle a le devoir d'assister le malheureux. Répression et assistance, voilà donc les deux côtés du problème à résoudre, et à résoudre en même temps, l'une ne se comprenant pas sans l'autre. » Donc on affirme que la répression et l'assistance sont deux moyens complémentaires, sauf que dans les faits, l'assistance envers les vagabonds accidentels, donc les vagabonds qui ne font pas exprès d'être à la rue, elle n'est pas systématique et elle n'est pas obligatoire, en tout cas l'assistance au niveau national. Donc il y a une sorte de contradiction, puisqu'on espère résoudre le problème du vagabondage en combinant assistance et répression, en sachant que l'assistance, elle est loin d'être systématisée à ce moment-là, et les asiles de nuit se développent progressivement à des niveaux plus locaux. Et enfin, une troisième raison me pousse à estimer que l'assistance est au XIXe siècle instrumentalisée comme un moyen de la répression des sans-abri. Cette troisième raison se situe au niveau des interactions entre les institutions de l'assistance et celles de la répression. Donc Lucia Katz, la sociologue dont j'ai montré le livre un petit peu avant, elle montre que par exemple les registres qui sont établis par les asiles de nuit, ils sont consultés par la police. Donc il y a des interactions entre les institutions qui incarnent l'assistance et celles qui incarnent la répression. Et il y a même certaines de leurs missions qui se rejoignent puisque les deux ont une mission préventive. Les asiles de nuit doivent prévenir les crimes et les suicides. Cette mission préventive, elle est clairement assumée de la part des directeurs des asiles de nuit, au point même que ces directeurs décrivent leur structure comme une police préventive. Certains directeurs décrivent leur structure comme une police préventive. Donc en fait, il y a toutes ces ambivalences, ces points de contact entre l'assistance et la répression qui ont mené à cette conceptualisation que vous avez ici. Donc pour résumer cette première période historique, ce premier paradigme, trois types de vagabonds sont distingués à la fin du XIXe siècle, les invalides, les accidentels, les professionnels. Ces derniers, donc les professionnels, sont les incorrigibles et sont ceux à réprimer fortement. Cette répression est préventive et repose sur la présomption de délinquance. Ce système répressif instrumentalise l'assistance pour mieux cibler les vagabonds professionnels et pour lutter de façon générale contre le vagabondage et réduire ce phénomène. Donc maintenant, je vais passer à la deuxième période, au second paradigme que j'ai nommé la corrigibilité. Notre façon de voir les personnes à la rue change drastiquement après la Seconde Guerre mondiale. Les personnes de l'époque se demandent si les vagabonds et les mendiants sont des délinquants ou, entre guillemets, de simples déviants, des inadaptés. Il n'y aura pas de réponse claire ni certaine donnée à cette question dans les années 50, 60 et 70. Cependant, l'existence de ce débat, donc le fait que la société se demande si les vagabonds sont des délinquants ou des déviants, montre que les vagabonds sont considérés comme moins dangereux qu'avant. Cette baisse du danger ressenti mène à un changement majeur, l'accès à l'aide sociale d'État. Donc en 1959, les vagabonds estimés aptes à un reclassement sont autorisés à bénéficier de l'aide sociale d'État, c'est-à-dire à bénéficier de mesures d'assistance réalisées par les centres d'hébergement et de réadaptation sociale, soutenus au niveau étatique. Donc on est vraiment dans un paradigme de la réadaptation. Et comment savoir si la réadaptation est synonyme du reclassement dans les documents d'archives. Donc le but, c'est de savoir quel vagabond est apte à un reclassement ou à une réadaptation. Donc il y a plusieurs critères qui sont définis. Il faut que sa bonne volonté soit attestée. Il faut que ses facultés mentales, son âge, ses aptitudes soient propices à un reclassement. Et enfin, le fait d'avoir été accueilli plusieurs fois dans les CHRS peut constituer un frein à recevoir cette aide sociale d'État. Donc on le voit, ce sont des critères très flous, qui ne sont pas plus précisés et qui démontrent la dimension arbitraire, une fois encore, du tri en fait opéré parmi les vagabonds. Après la Seconde Guerre mondiale, les vagabonds sont donc vus comme des personnes inadaptées qu'il faut réadapter par le travail. Ils sont perçus comme corrigibles, la majorité d'entre eux est perçue comme corrigible, alors qu'avant, au XIXe siècle, la majorité d'entre eux étaient perçus comme incorrigibles. Donc c'est vraiment intéressant, et
Cette bascule, elle est liée au fait qu'on ressent moins de danger vis-à-vis de ces vagabonds. Cette nouvelle vision a d'importantes conséquences au niveau des acteurs et des institutions qui prennent en charge les vagabonds. On passe de plus en plus de l'univers carcéral, donc du milieu de la prison, de la prison et de la police, notamment, enfin aussi de la police, à l'univers médical, les médecins étant amenés à définir la réadaptation. C'est eux en fait qui vont proposer, on a des documents d'archives très intéressants, on voit dans des réunions qu'ils proposent des méthodes de réadaptation et qu'ils essayent de la définir médicalement. Au niveau des lieux vers lesquels doivent être dirigées les personnes à la rue, on passe de plus en plus donc de la prison vers des centres, ces centres étant plus ou moins coercitifs. Donc, je souhaiterais maintenant analyser l'articulation entre l'assistance et la répression dans le cadre de ce deuxième paradigme. Donc, je vais commencer par décrire la forme de l'assistance et après reprendre celle de la répression pour voir ensuite comment les deux se combinent éventuellement. Donc, quelle forme prend l'assistance? On l'a dit, elle passe par des centres de réadaptation et ces centres, on peut y rester plus longtemps que dans les asiles de nuit. Dans les asiles de nuit, on pouvait rester 1 à 3 nuits, c'était vraiment une assistance coup de pouce. Et là, dans ces centres, on peut y rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc ça prouve encore une fois que le soupçon envers les personnes, les vagabonds, s'est réduit. Les vagabonds sont de plus en plus vus comme des personnes qu'il faut aider à vaincre certains problèmes. Mais on considère quand même à l'époque que ces problèmes viennent des personnes, ou en tout cas de leur inadaptation à leur environnement. Dans ces centres, l'un des objectifs principaux est de travailler sur les désirs des vagabonds. Parce qu'on a encore, même si on fait le tri et qu'on dit qu'on prend uniquement les bons vagabonds dans l'assistance, le soupçon pèse toujours, même quand vous êtes dans un centre. Et du coup, l'objectif, c'est de s'assurer que le désir de travailler est bien présent. Et il y a des termes très forts qui sont utilisés dans les archives. On parle de briser la subjectivité vagabonde, d'empêcher les personnes à la rue d'épouser cette identité, d'éprouver une fierté à l'être. Il faut briser la sociabilité de la cloche, donc du milieu des clochards, les liens d'amitié et d'entraide qui inciteraient les personnes à rester à la rue. Donc, quelle forme prend la répression? Donc, c'est toujours les délits de vagabondage et de mendicité, enfin, ils sont toujours présents ces délits-là, mais les arrestations sont de moins en moins nombreuses. Donc, il y a de moins en moins de vagabonds en prison, et il m'a semblé, donc, pour définir un petit peu conceptuellement ce deuxième paradigme, que la répression diminuait, en tout cas l'enfermement diminuait, tandis que l'assistance augmentait. Et là encore, en fait, je distingue la répression et de la coercition, mais j'y reviendrai encore une fois, désolée, ça fait un gros suspense, mais un tout petit peu plus tard. Donc maintenant, je vais passer au dernier paradigme, qui est celui que j'ai choisi 1983 parce que c'était la date à partir de laquelle on utilise l'acronyme SDF et non plus le terme vagabond par l'administration et plus généralement dans les médias jusqu'à 2022. Le troisième paradigme serait sur le thème de la souffrance. Donc les années 1990 signent une nouvelle façon de voir maintenant les SDF. Nous les voyons désormais de plus en plus comme des personnes en souffrance, des victimes de divers éléments qu'il convient d'aider. Ce thème de la souffrance est ultra dominant dans les années 1990, pour plusieurs raisons, mais notamment en raison du développement de l'humanitaire. L'urgence sociale prend naissance à ce moment. Donc, quelles sont les conséquences de cette nouvelle façon de voir les SDF? En 1992 est votée la fin des délits de mendicité et de vagabondage. Le simple fait d'être à la rue ne peut plus justifier le fait d'être arrêté, condamné et emprisonné. En parallèle, l'assistance se développe au travers de nombreuses associations qui sont soutenues financièrement par l'État. Et ce financement étatique massif envers les associations, il se fait surtout à partir des années 1980. Donc, on a dit qu'il y a dans les années 90, il y a une dépénalisation du vagabondage et de la mendicité. Donc ce ne sont plus des délits au niveau national. Mais est-ce que ça veut dire que la répression disparaît pour autant? Peut-on dire que... est-ce que cette répression disparaît? Plusieurs éléments indiquent que la répression continue. Pour n'en citer que deux, la répression se maintient par les arrêtés anti-mendicité pris par certains maires. Elle continue aussi de façon très répandue à travers les dispositifs anti-SDF, comme les bancs anti-SDF qu'on a souvent dans le métro. Bien, on peut utiliser des analyses philosophiques pour analyser l'impact des dispositifs anti-SDF.
J'ai par exemple utilisé celle de Joseph Proudhon sur la différence entre possession et propriété, qui pour moi en fait me permettent de révéler la nature de ces dispositifs. Les bancs anti-SDF ou les pics au niveau de l'entrée des immeubles empêchent la position allongée aux personnes. Et en fait, elles ont un impact symbolique considérable. C'est pas seulement la possession, c'est-à-dire le fait d'être allongé sur un endroit, c'est pas seulement le rapport à l'espace qui est en jeu, mais c'est un rapport beaucoup plus symbolique et c'est un rapport au juridique, au droit commun, au public et donc au droit d'avoir des droits, puisqu'on passe le message que l'espace public n'est pas bienvenu, n'accueille pas certains groupes de la population. Et je trouve que donc la possession, c'est vraiment de l'ordre de l'espace et il n'y a pas la notion de droit, c'est ce que montre Joseph Proudhon, alors que la propriété contient bien, il appelle ça le domaine, il y a vraiment la notion de droit qui est contenue dedans. Et je pense que c'est important de rappeler que les dispositifs anti-SDF, ce n'est pas seulement des choses qui empêchent de se reposer, mais c'est des choses qui envoient un message par rapport à l'intégration dans la société et au rapport au droit commun. Donc la répression se maintient donc. Il est intéressant de noter qu'elle a évolué depuis 1810, qu'elle a subi au moins 2 mutations. Alors que la répression du XIXe siècle reposait sur la fixation, le fait d'immobiliser les gens en les enfermant en prison ou en dépôt de mendicité, la répression de la fin du XXe siècle et d'aujourd'hui passe notamment par une perpétuelle mise en circulation des personnes sans abri. De même, alors que le droit faisait des vagabonds et hors-la-loi au XIXe siècle, jusqu'en 1994, l'exclusion des personnes sans abri aujourd'hui en fait des personnes hors du droit commun. Donc la répression se maintient. Quel lien a-t-elle avec l'assistance aujourd'hui ? Ah oui, je me contente en fait ici de dire que assistance et répression sont concomitantes et simultanées, et je vais développer enfin l'hypothèse philosophique qui me permet de décrire ce paradigme et qui me permet aussi de décrire la coercition et la répression. Donc en transition, ce qu'on voit avec ces 3 périodes, c'est que la forme de la répression et la forme de l'assistance évoluent. Cependant, malgré ces mutations, l'assistance et la répression me semblent conserver dans chaque période des caractéristiques qui forment leur essence respective et qu'il est possible de conceptualiser. Donc ce sont les définitions que j'ai proposées dans mon mémoire. Donc la répression se repère à 3 critères. Elle est une volonté d'empêchement à la visibilité paradoxale, donc ça c'est le premier critère, porteuse d'une présomption négative. Donc la présomption négative, c'est la présomption de délinquance qui fait qu'un groupe est d'office attaché d'instruction. Elle est en conséquence impossible à cantonner à un rôle instrumental. Ça, je développerai un petit peu après aussi, c'est pour dire que la répression, quand on l'utilise, elle a tendance à toujours plus s'élargir et à toujours grignoter plus de territoire. La coercition, contrairement à la répression, ne serait pas stigmatisante. Elle serait l'orientation ou la production contrainte d'une action et se rapprocherait de ce fait du domaine de la règle. Le rapport au droit de la répression serait différent du rapport au droit de la coercition. La coercition placerait en fait ceux qui y sont soumis, parce qu'elle est universelle, dans le domaine du droit. Alors que la répression, comme on l'a vu avec les vagabonds, placerait les personnes qui en sont les victimes hors du droit, puisqu'elle fragilise le rapport au droit commun, le rapport au fait d'être intégré dans la société. L'assistance, enfin, me semble avoir au moins 2 caractéristiques. Elle requiert une présomption au moins neutre, c'est-à-dire donc pas une présomption de délinquance, pas une présomption négative, et elle me semble toujours en partie coercitive. Donc ça, je ne reviendrai pas là-dessus, sauf pour les questions. Donc ça, ce sont les 3 concepts que j'ai proposés, et l'une des thèses qui est proposée dans ce mémoire, une des thèses philosophiques, c'est que l'assistance et la répression ne sont pas miscibles. Pendant 150 ans, donc tout au long du XIXe siècle et pendant une grande partie du XXe siècle, peut-être même encore aujourd'hui, nombre de députés et de gouvernements ont eu pour projet de mêler assistance et répression pour faire disparaître le sans-abrisme. Le bon mélange, le juste équilibre entre ces 2 dimensions était présenté comme la solution idéale. Or, pendant toute cette période, on voit dans les documents d'archives que ces personnes sont frustrées de ne pas parvenir à bien mêler assistance et répression. Dans les documents d'archives, on lit que s'il reste des vagabonds à la rue, c'est parce qu'il y a trop
trop de répression et pas assez d'assistance. Donc ça, c'est ce que les personnes disent dans les documents de travail, par exemple. Donc en fait, ils pointent des éléments plus quantitatifs, le fait qu'on ne donne pas assez les moyens à l'assistance et que du coup la répression est trop grosse par rapport à l'assistance, qu'il y aurait une dissymétrie entre ces deux outils qu'on devrait combiner au mieux. Et l'hypothèse que je propose dans ce mémoire est que ce n'est pas parce que la société... ça peut être une des raisons que la société n'investit pas assez dans l'assistance qu'il est impossible de mêler assistance et répression, mais c'est plutôt qu'une analyse philosophique me permet de postuler qu'il est impossible de mélanger assistance et répression, parce que ce sont deux éléments impossibles à mêler par nature. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien que dans les trois périodes, il y a de l'assistance et il y a de la répression. Mais contrairement à ce que veulent faire les personnes en charge, par exemple les députés, il est impossible de créer une gestion qui soit 50-50. En fait, combiner assistance et répression, ça ne me semble pas possible parce que la répression a une prétention de territoire, c'est-à-dire qu'elle grignote toujours plus de territoire, et notamment le territoire de l'assistance. Parce que même au sein de l'assistance, on a un soupçon, ce qui fait qu'on rend toujours l'assistance plus brève, plus courte, ou qu'on ne prend pas en charge certaines personnes. Donc ça, c'est une hypothèse philosophique que j'ai émise dans mon mémoire et que j'ai appelée hypothèse de non-miscibilité, dans le sens où un mélange à 50%, ou en tout cas un mélange qui ferait mélanger les deux, enfin qui ferait se combiner les deux, n'est pas possible. Ne serait pas possible. Donc ça, c'est vraiment la recherche menée en mémoire. Et à quoi pourrait servir cette recherche dans un but plus d'application ? À quoi peut bien servir une recherche de philosophie sur la répression des personnes sans abri ? Donc mon but avec cette recherche était d'essayer de révéler quelques facettes de vérité scientifique et philosophique. Mon but principal était de produire une recherche de philosophie contenant un très fort apport en sciences sociales. Une fois ce mémoire terminé, j'ai découvert quelques applications possibles. Application pour le monde du travail social d'une part, et application en termes politiques d'autre part. J'espère que cette recherche permet d'indiquer qu'être travailleur social, c'est bien sûr accompagner les personnes au présent, mais c'est aussi se battre contre les fantômes et les stigmates du passé. L'histoire de la gestion du sans-abrisme a des répercussions sur la façon dont le secteur social peut travailler, puisqu'elle influence nos politiques publiques, nos structures, nos pratiques et notre champ des possibles. Je retire également de ce travail des revendications politiques. L'hypothèse de non-miscibilité me permet de dire qu'on ne peut pas mélanger assistance et répression sans que cela n'entrave et ne porte préjudice à l'assistance. Cela signifie concrètement que l'on ne peut pas compenser les dispositifs anti-SDF par le fait de diriger les personnes sans... en fait, les dispositifs SDF, on peut dire qu'ils orientent les personnes vers des structures d'assistance. Qu'en fait, ce serait qu'un mouvement géographique. Et ce que j'essaye de montrer avec l'analyse des dispositifs anti-SDF, c'est que ce n'est pas du tout neutre comme mouvement géographique et que c'est un coût symbolique, juridique et psychologique très important. Et donc, comme revendication politique, d'annuler tout dispositif anti-SDF. Donc ce mémoire a donc eu pour objet central l'étude de la répression envers les personnes sans abri en France de 1810 à nos jours. Si l'assistance et la coercition y sont mentionnées, elles demeurent encore très peu développées. Il reste encore beaucoup à dire de l'assistance et c'est ce que je souhaiterais faire dans le cadre de ma thèse que j'ai récemment commencée. Donc cette thèse CIFRE en philosophie sociale est dirigée par Emmanuel Renaud, professeur à l'Université de Nanterre. Elle est réalisée en partenariat avec le SAMU social de Paris. Lorsque j'ai rencontré Emmanuel Renaud, donc le directeur de thèse, je lui ai dit que je voulais travailler sur la protection de soi des personnes accompagnées et des agents. L'objectif était de voir comment, quand on travaille dans le social ou quand on est hébergé ou accompagné, dans le cadre de l'assistance, on se protège de différentes menaces. Emmanuel Renaud m'a conseillé de me concentrer sur la protection des personnes accompagnées, puisque la protection des agents aurait été déjà plus travaillée par la philosophie et les sciences sociales et plusieurs autres disciplines d'ailleurs. Donc la protection de soi des personnes sans abri, c'est-à-dire la façon dont les personnes se protègent de diverses menaces dans le cadre de l'assistance afin de conserver leur intégrité, constitue donc mon sujet de thèse. Donc il y a une légère filiation avec mon sujet de mémoire, puisque la répression ou l'assistance coercitive, la coercition contenue dans l'assistance peuvent faire partie de ces menaces. Mais c'est quand même une recherche très différente. Donc l'objectif est de comprendre la protection de soi des personnes, mais aussi de voir ce que cette protection individuelle révèle des différentes formes de l'assistance. Mon but est d'étudier en fait la protection de soi en faisant des allers-retours entre protection et assistance, donc entre un côté plus individuel et les structures d'assistance, un côté plus institutionnel.
Donc 4 hypothèses de départ ont émergé, donc ça c'est vraiment le thème de ma thèse, et 4 hypothèses de départ ont émergé à partir de ce thème. J'émets d'abord l'hypothèse que la façon dont les agents se protègent entre parfois en contradiction avec la façon dont les personnes accompagnées se protègent. Que parfois, en fait, il y a une impossibilité temporaire de combiner une protection des agents qui travaillent dans le social et une protection d'une personne qui est accompagnée dans le cadre d'une structure. Ma deuxième hypothèse est que regarder la façon dont les personnes accompagnées, donc les personnes sans abri aidées dans le cadre de l'assistance, se protègent, permet de révéler qu'elles sont loin d'être passives, qu'elles réalisent au contraire un travail dans le cadre des procédures et des dispositifs d'assistance, travail qui n'est ni tout à fait nommé, ni conceptualisé. Troisième hypothèse, la protection de soi montrerait également les paradoxes et éventuelles menaces contenues dans l'assistance, donc au sein même des dispositifs d'assistance. Et enfin, quatrième hypothèse, étudier l'essence de l'assistance à partir de la protection de soi des personnes sans abri permettrait de découvrir certaines facettes de notre état social. Donc, j'ai été amenée à me demander quels étaient les enjeux philosophiques en fait autour de la notion de protection de soi, parce que protection de soi c'est le concept clé que j'ai choisi pour ma thèse. C'est pas un concept philosophique à proprement parler qui a c'est pas un concept d'un auteur, un concept qui a une grande histoire, si ce n'est si on pioche dans différentes approches ou différentes histoires. Et donc je me demandais voilà qu'est-ce qui fait que ma thèse sera philosophique à partir de ce sujet-là. Donc, Guillaume Leblanc a distingué lors du colloque qu'il organise actuellement à l'ENS 2 tendances ou 2 branches de la philosophie sociale. Une plus thérapeutique qui est incarnée par Axel Honneth, donc thérapeutique dans le sens où on fait le diagnostic de maux sociaux, de problèmes sociaux et qu'on essaye de voir les solutions qu'on pourrait apporter. Et une autre tendance de la philosophie sociale qui serait plus incarnée par ce que fait Michel Foucault et qui serait plus esthétique, où on produit, en fait, on n'est pas dans une optique thérapeutique et on essaie juste d'ouvrir un champ des pensées, une description de ce qui peut être dans une perspective plus esthétique, et pour Michel Foucault, ça veut dire un peu plus individuel aussi, de ce qu'on a. Et donc pour le moment, je qualifierais mon objectif philosophique pour cette thèse de politique, dans le sens où mon but, en fait, avec la protection de soi, c'est d'exposer des jeux d'influence, des lignes mouvantes, en fait voir les acteurs à l'œuvre, voir comment ils se saisissent du sans-abrisme et de la protection, et voir les différentes acceptions et conflits éventuels entre ces acceptions et les logiques individuelles, les logiques assistentielles. Donc c'est un petit peu faire un état des lieux des différentes tensions et des différents positionnements des acteurs, plus que faire émettre un constat sur un mot social et proposer une solution thérapeutique. Moi, pour le moment. Au-delà de ce positionnement, plusieurs autres enjeux philosophiques me tiennent à cœur. Je souhaiterais définir précisément la notion de protection de soi en la distinguant de notions voisines comme celle de souci de soi qui a une très grosse histoire philosophique ou celle de soin de soi. Et cette définition se ferait en relation avec les différents types d'assistance rencontrés, notamment au SAMU social. Donc ce sont le sujet général et les hypothèses de recherche. Je peux passer plus rapidement et en fait la question c'était la protection de soi. À quel moment est-ce que je peux aller la rechercher? À quel moment dans l'assistance en fait elle pourrait se révéler? Et avec Emmanuel Renaud on a dégagé trois domaines ou 3 moments où elle pourrait se révéler. Le premier, c'est en lien avec ce qu'on appelle les défenses paradoxales, donc c'est les défenses que peut se créer un individu quand il est en syndrome d'auto-exclusion, quand il est à la rue depuis longtemps et qui développe des mécanismes psychiques de survie. Et donc, on se demandait si certains dispositifs d'assistance ne venaient pas défaire ces processus individuels, qui ne sont pas forcément compatibles avec une réinsertion par exemple, pour les remplacer par d'autres protections, notamment institutionnelles. Donc en fait, la question c'est qu'est-ce qu'on fait dans certains dispositifs d'assistance de ces mécanismes de survie individuels et de ces protections très particulières. Le deuxième domaine, c'était une question par rapport à l'identité et le rapport positif à soi. C'est avoir recours à l'assistance, ça pose un stigmate sur les gens, c'est pas valorisé par la société. Et du coup, est-ce que l'assistance aide malgré ce stigmate? Est-ce que, qu'est-ce qu'on fait du stigmate? Qu'est-ce qu'on fait du rapport à soi? Qu'est-ce qu'on fait de l'identité quand on recourt à l'assistance?
Et la troisième piste, elle concernait la socialité. C'était la question de, quand on dit, bon, les travailleurs sociaux aujourd'hui ont une réponse complètement différente de celle des personnes du social d'il y a quelques décennies. Mais quand on dit sortir de la rue, c'est sortir, c'est faire mener vers un logement, ou c'est aussi sortir des réseaux et des connaissances qu'il y a dans la rue. C'est cette interrogation-là sur qu'est-ce qu'on fait en fait avec la rue à proprement parler. Donc voilà, donc tout ça c'est les thèmes. Et la méthode pour répondre à toutes ces questions, ce serait, comme je suis au SAMU social, de me baser sur les données que je récolte dans les centres d'hébergement d'urgence, les lits haltes soins de santé, les lits d'accès médicalisés, les hôtels sociaux, les haltes et la pension de famille. Donc le but, ce serait éventuellement de mêler plusieurs méthodes de terrain, donc l'observation participante, des entretiens semi-directifs réalisés en 2 temps, et l'organisation de débats collectifs. Donc ça fait 5 mois que je suis au SAMU social et je me rends compte qu'il va falloir que je réduise mon terrain et que je me centre uniquement sur quelques centres ou quelques endroits. Donc j'ai pas encore j'ai une proposition de réduction, mais j'en suis pas encore certaine. J'avais prévu de réduire ce terrain à 3 endroits ou 3 moments. Le premier, ce serait d'aller dans un lit d'accès médicalisé pour voir une assistance qui est très forte en termes d'accompagnement. Les lits d'accès médicalisés, les personnes sont très vulnérables et il y a un très fort accompagnement, notamment médical. Donc le but, ce serait peut-être de prendre un centre où il y a un fort accompagnement à ce niveau-là. Je me disais, à l'opposé, est-ce que prendre un hôtel social comme deuxième lieu de terrain, un hôtel social du coup où les personnes qui sont essentiellement des familles sont mises à l'abri, mais ne bénéficient pas toujours d'un accompagnement social, est-ce que cela pourrait constituer un deuxième terrain pour comparer en fait ces différences d'accompagnement? Et le troisième terrain qui m'intéresserait, sur lequel j'hésite, ce serait plutôt un moment, puisque ce serait le moment de la préparation et de la réalisation des Jeux Olympiques 2024. Et bon, j'ai hâte d'entendre vos remarques. Donc voilà, ce serait l'assistance, parce que les JO entraînent beaucoup de contraintes pour les personnes qui travaillent dans le social, et donc voir en fait ce que ça changerait pour les structures et les acteurs de l'assistance, en fait, d'être obligés de réaliser certaines demandes et qui ne rentrent pas à l'origine dans les missions de l'assistance. Donc voilà, donc ça c'est pour la thèse, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent poser question, mais j'avais 3 questions pour terminer cette présentation. Donc ce sont des questions qui concernent le mémoire et la thèse, et surtout le lien entre les deux, parce qu'en fait, comme j'ai fini mon mémoire en juin dernier et que j'ai commencé ma thèse il y a 3 mois, j'ai encore ce besoin d'évaluer mon mémoire et de voir ce que je garde comme méthode philosophique pour commencer ma thèse. Donc que faut-il garder en termes de méthode? La méthode utilisée pour le mémoire avait été de faire dans un premier temps une lecture et des analyses historiques et sociologiques pour, dans un second temps, à partir de ces éléments, en tirer des paradigmes et des concepts philosophiques. Pour la thèse, cette méthode en 2 temps peut-elle être répliquée sans changement? Puis-je utiliser dans un premier temps les méthodes des sciences sociales et dans un second temps produire une analyse philosophique? Et surtout, comment articuler la tendance des sciences sociales à analyser en profondeur un terrain spécifique et la visée très généralisatrice de la philosophie? Ensuite, que garder en termes de concepts? Donc, pour le moment, je pense qu'il conserver la définition de la répression qui me semble fonctionner. Les 3 critères de la répression me permettent de catégoriser certaines actions comme répressives. C'est le cas de la politique qui est appliquée à l'encontre des personnes sans abri par rapport aux Jeux Olympiques. J'ai en revanche quelques doutes concernant ma définition de la coercition. Donc, j'ai défini la coercition comme une règle non stigmatisante car à vocation et en application universelle. Mais n'est-ce pas une fiction juridique d'imaginer que certaines règles puissent être extérieures aux stigmates et aux conflits sociaux? Donc cette interrogation sur mon concept, elle m'invite en fait à regarder sur mon terrain l'utilisation des règles dans le cadre de l'assistance. Quelle place ont les règles, les règlements dans le cadre de l'assistance? Et de même, la nature de l'assistance est très peu développée dans ce mémoire, et finalement, est-ce que certains critères de la répression ne pourraient pas s'appliquer dans certains cas à l'assistance? Mais si c'était le cas, est-ce que ce serait toujours de l'assistance? Et plusieurs questions sont apparues plus spécifiquement autour de la notion de la protection de soi. Tout d'abord, quel comportement qualifier de protecteur? Est-ce que toute action, même autodestructrice, par exemple du point de vue de la santé, a une fonction de protection? Qualifions-nous de protecteur ce que nous ne pouvons comprendre autrement? Et enfin, faut-il distinguer la notion de protection de celle de la survie? Comment ces notions se recoupent-elles? Quels sont leurs périmètres?
quels sont leurs périmètres. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention.